Voilà, la journée de travail, elle va commencer tout de suite. Merci à Sandrine Gauchin et à Luis Miguel Loreda, donc. Louis, que vous allez retrouver dans quelques instants, mais ce sera après la première intervention, celle qui va donner finalement le tour de la journée, avec Bernard De Vos, le délégué général aux droits de l'enfant. Son intervention porte les titres « Donner un socle de base humaniste et commun à chaque enfant ». Et Bernard, vous avez maintenant 20 minutes pour vous exprimer devant les gens. 5 minutes avant la fin, je vous fais signe, et 1 minute avant la fin, je dis « c'est bientôt fini ». Voilà, bonjour. Là, autre chose, il faut qu'on soit samedi pour qu'ils vous voient. Mais je sais pas. Tu dois parler. Je vais vraiment parler tout près. Voilà, comme ça. Oui, ça c'est bien. Donc, 20 minutes et ils vous voient le samedi matin. C'est comme ça. Une grande. C'est une nouvelle. Voilà, c'est nouveau, ça vient de sortir. Bien. Bon, Devant. encore plus près. Oui. C'est vraiment très près. Donc, écoutez, c'est une journée particulière. On l'a dit, on s'attendait à être à 20, on est un peu plus nombreux. Ça change un peu la manière d'organiser, ça change un peu les choses qu'on a à dire. On ne dit pas la même chose à 150 personnes qui n'auront pas toute l'occasion de réagir que ce qu'on peut faire quand on a 20 personnes devant soi. Donc, mais en tous les cas, je suis ravi que vous soyez là nombreux et donc je ne suis pas surpris non plus parce que ça fait quand même quelques semaines qu'on est bombardé dans tous les médias de la question dont on va parler aujourd'hui. Et d'abord, je voudrais dire que moi aussi, Miguel disait que c'était important de voir la suite, et donc je connais suite parce que je suis évidemment assez mêlé aux discussions politiques qui ont lieu actuellement à tout niveau, au niveau fédéral, au niveau des communautés et des régions. Je pense vraiment qu'on a intérêt à rester très attentif sur la question parce que je connais peu d'événements qui ont suscité de l'émotion, qui ont donné lieu à des politiques intéressantes et intelligentes. Je peux penser par exemple aux émeutes de Forêt, je pense à l'affaire de Jovan Osbeek, ce sont des événements dont on paye encore aujourd'hui les pots cassés dans les pratiques quotidiennes. Donc il faudrait veiller à ce que ces derniers événements ne rajoutent pas encore du malheur à la misère du monde et essayer de faire en sorte de rester en tous les cas bien vigilants, à faire en sorte que les dispositions qui seront prises au niveau politique aillent dans le sens que nous souhaitons. Enfin nous, c'est surtout vous, acteurs de terrain, dont je veux parler, mais je me retrouve encore malheureusement, enfin non, heureusement, je suis entre les deux, moi entre acteurs de terrain et acteurs institutionnels, et c'est pour ça que je voulais vous dire ça pour commencer. Alors, en réfléchissant à ce que j'allais vous dire, j'ai réalisé un truc. Le 7 au soir, il fallait dire « je suis Charlie » pour rester dans le monde civilisé. Le 8 ou le 9, il fallait rajouter une couche, il fallait dire « je suis Charlie, je suis juif et je suis flic », ce qui devenait relativement compliqué pour une série de personnes. Et puis le 11, c'était la grande osmose « nous sommes tous Charlie ». Alors, il n'y a pas tellement longtemps, il y a un directeur général de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui avait fait un bon document, je trouvais intéressant, avec une série d'outils qui proposait au grand public pour leur permettre d'avoir un outil de dialogue avec des élèves ou avec des jeunes pour parler de ce qui s'était passé. Et donc franchement l'outil est bon, il avait ramené plein de trucs, il avait intitulé ça « Nous sommes tous Charlie ». Il me demandait de le mettre sur mes réseaux sociaux, sur mes pages Facebook et tout. Je lui dis « Est-ce que vraiment tu te fous de moi ?» Parce que là franchement « Nous sommes tous Charlie », c'est vraiment pas ça. Et sans doute que si vous êtes nombreux aujourd'hui, c'est que vous savez, vous les praticiens, que nous ne sommes pas tous Charlie. Et que finalement, à dire « nous sommes tous Charlie » dans un moment de grande émotion, c'est encore repousser des gens qui sont déjà bien mal insérés dans le monde en général, c'est vraiment les repousser encore plus au bord du monde. Et donc, voilà, j'imagine vraiment que c'est sans doute une de vos motivations, je l'imagine et je n'en suis pas certain. Je voulais redire quelques mots sur les raisons de l'implication de mon institution. David a fait allusion à ce premier projet « Quand la Syrie parle aux jeunes, les jeunes parlent du monde ». Qui avait eu un grand succès, qui avait intéressé une série de jeunes qui vivaient dans des quartiers populaires, dont certains avaient connu des jeunes qui étaient partis ou qui étaient en instance de partir. Il y avait en Syrie, il y avait des jeunes qui étaient revenus, qui étaient venus, certains qui avaient manqué de partir et qui avaient réalisé à la fin. On a eu un papa dont le gamin était décédé qui est venu témoigner. Enfin, c'était vraiment un moment très très important pour notre institution parce que on sait évidemment que les jeunes sont malheureusement peu associés au débat et que ça nous semblait important en tous les cas de leur donner. Mais avant ça, on avait eu déjà beaucoup de mamans et de papas qui étaient inquiets parce que leur enfant était parti, qui ne trouvaient pas de solution. Et puis après, on a continué, notamment avec cette rencontre. On a aussi eu un contact avec les fameux acteurs de Aarhus, cette ville au Danemark où il semble qu'ils essaient de faire différemment autour de la problématique de ces jeunes et surtout autour de la problématique du retour. Et donc, on a eu vraiment envie, et donc je vous dis, c'est très sincère, on trouve que c'est une question importante dans laquelle on a envie de rester engagé. Alors,
On a eu aussi beaucoup de témoignages d'acteurs éducatifs, enseignement, maisons de jeunes, AMO, qui disaient, ben voilà, on n'arrive plus vraiment à trouver les mots pour parler avec certains jeunes, les réactions sont agressives, sont violentes, et on cherche des outils pour un peu éviter la spirale dans laquelle on est, hein, très clairement, on la voit au niveau politique. Je le dis en rigolant, il y a beaucoup de systémiciens qui sont proches du suicide pour le moment, parce que les relations complémentaires qu'ils préconisent, elles sont quand même depuis quelque temps remplacées par des relations symétriques incroyables, et parfois on se croit au jardin d'enfants. Moi j'ai beaucoup de respect pour Madame Belkacem, la jeune Belkacem en France, j'ai rencontré à plusieurs occasions, j'étais toujours d'accord avec elle, mais l'idée, entre guillemets, après avoir dû regretter que certains élèves ne s'étaient pas levés, n'avaient pas fait la minute de silence, l'idée de les obliger dorénavant à se lever quand les profs rentrent en classe, les obliger à chanter la Marseillaise alors que justement ils ont dit clairement qu'ils ne se reconnaissaient pas dans ce modèle, ça fait quand même un peu tu m'as fait ça, je te fais ça, tu m'as fait ça, je te fais ça, tu m'as fait ça, je te fais ça, et on se demande où on va s'en sortir. Et donc l'idée évidemment de cette journée pour moi c'est essayer de retrouver les complémentarités que le politique actuellement ne trouve pas, et je donnerai d'autres exemples dans quelques minutes. Et donc ça amène évidemment jusqu'à la situation complètement aberrante de ce gamin de 8 ans qui se retrouve auditionné par la police en France. Ça, c'est quand même complètement surréaliste. Et donc, on entend tout ce qui est surtout surréaliste, c'est que les responsables politiques estiment que tout s'est bien fait, quoi. Donc, la direction avait raison d'interpeller la police et qu'il fallait vraiment interroger ce gamin dans les locaux de police, dans un climat quand même sans doute traumatisant pour un gamin de 8 ans. À 8 ans, en fait, de tout temps, on a joué aux cow-boys et aux Indiens. On a joué flics et voyous. Rien d'étonnant qu'aujourd'hui, avec le battage médiatique et avec les discours qui circulent dans les quartiers populaires, rien d'étonnant que des enfants de 8 ans aient envie de jouer croyants contre mécréants. Ça ne me semble pas du tout étonnant. Et donc, je suis certain que si ce gamin, au lieu de s'appeler Ahmed, s'était appelé Jacques ou Romain, on lui aurait dit, écoute, rengaine ton flingue, gamin, je suis mort, et on aurait fait semblant de tomber par terre, et on aurait joué le jeu. Ici, évidemment, ça prend des proportions incroyables, c'est dire à quel point on en est arrivé. Et je dis, de nouveau, c'est pas tellement que la police, qui n'est pas supposée être toujours très très fine sur les jugements, et au niveau de la réflexion, l'interroge. C'est très inquiétant avec le directeur, évidemment, n'essaye pas de gérer le truc en interne et demande le recours de la police pour un gamin de 8 ans, mais ce qui est plus inquiétant, c'est les soutiens politiques, pratiquement tout horizon en France, qui disent qu'effectivement, c'est ce qu'il faut faire avec ces gamins-là. Donc on se demande où on va quand même. Je vais quand même dire et rappeler qu'avant la tension religieuse, il y a une frustration quand même, et il y a une rupture, il y a une frustration, il y a un mal-vivre terriblement présent. Et j'ai retrouvé, je l'avais un peu enfoui, un texte que j'ai rédigé en 2003, qui était publié en 2004, qui s'intitulait « Le voile à l'examen », où je donnais ma position. Je l'ai fait une fois dans ma vie. Vous savez que je suis éducateur depuis longtemps, je suis islamologue de formation, et donc on m'a tanné pendant des années pour dire « Mais qu'est-ce que tu penses du port du voile à l'école ?» Donc si vous voulez savoir, vous tapez « Le voile à l'examen » Bernard de Vos, vous le saurez. Je vous en livre un extrait de ce que j'avais écrit à l'époque. Et je parlais donc de ces jeunes en Malvue. Je disais, s'ils ne se vivent pas intégrés, c'est sans doute qu'ils sont renvoyés, en dépit de leur façon de vivre à l'occidental, de leur maîtrise de la langue, de leurs éventuels diplômes, à leurs différences. C'est ainsi qu'ils prennent le parti de revendiquer cette différence, mais en refusant que cette différence puisse être perçue comme une infériorité. Qui peut vivre dans l'acceptation de son infériorité? Cette génération, mise dans l'incapacité de se défaire de cette différence imposée comme un stigmate, en retourne le sens. Puisqu'on leur dénie le droit d'être belges à part entière, tout en les enjoignant de chercher indéfiniment à l'être, les jeunes descendants d'immigrés n'ont qu'une sortie par le haut, positiver leurs différences. Certains y accéderont par la délinquance, l'arrogance ou la provocation. D'autres s'y essayeront à travers l'affirmation de leur néo-religiosité. Les deux sorties sont également défensives, mais ne sont pas équivalentes. La délinquance confine les jeunes dans la marginalité et la haine, alors que la revendication d'une identité musulmane, en permettant aux individus de s'investir d'un contenu choisi et valorisant une différence qui leur est de toute façon imposée, est, contrairement à ce que pense la majorité des Belges de souche, une façon de pouvoir être aussi belges et musulmans. Condamner les expressions de ce qui représente visiblement une rébellion, une résistance, mais aussi une stratégie de survie en dépit du racisme, les réprimer, c'est accentuer encore le ressentiment légitime de ces jeunes vis-à-vis de la société. Donc, je ne vais pas être plus long ici, je veux dire, public averti, vous travaillez avec des publics variés, vous savez ce que ça représente, et donc je veux évidemment, dans un premier temps, dire que les conditions socio-économiques,
le racisme latent, sont des conditions d'éducation insupportables sur lesquelles nous tardons, et nous tardons depuis longtemps. Ce texte-là, et je ne suis pas le seul à avoir écrit un texte identique en 2004 ou même avant, ce texte-là, ce genre de mise en garde n'ont pas été pris en considération suffisamment. J'entendais encore, j'ai encore eu l'occasion de m'exprimer à l'occasion du dévoilement du pacte d'excellence de Madame Miliquet il n'y a pas tellement longtemps, je pense que c'était ce lundi. Et donc, on me demandait mon avis, je disais, bon, un pacte d'excellence, pourquoi pas, pour autant que l'excellence soit considérée comme étant l'obligation des écoles, que l'excellence porte sur les écoles et pas sur les élèves, que ce soit l'obligation pour les écoles, au-delà des acquis de base, d'amener les enfants au plus loin de leur capacité, je n'ai aucun problème avec ça. Mais j'ai un grand problème si on l'isole et qu'on ne l'associe pas étroitement à deux autres principes fondamentaux. C'est le principe d'éducabilité. Tous les enfants sont éducables. Et donc ça demande un engagement de tous les jours des communautés scolaires pour aller au bout. Ça demande une bienveillance quotidienne. Ça demande beaucoup de qualité, entre guillemets, au sein des écoles. Et puis l'autre principe, c'est le principe d'égalité des acquis. Au terme de la formation, et puis ça peut durer le temps qu'il faut, moi je n'ai pas de problème là-dessus, au terme de la formation, il faut que chaque enfant soit muni des acquis de base, et en tout cas, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, on m'a souvent reproché de parler d'apartheid en matière d'éducation. On m'a dit, est-ce que tu sais bien ce que ça veut dire, l'apartheid? C'est une organisation politique qui vise à faire la différence entre les publics. Eh bien, je considère aujourd'hui que, notamment l'enseignement, est encore aujourd'hui organisé en forme d'apartheid. Qu'on le veuille pas, les filières ne sont pas équivalentes. Il y a aujourd'hui des filières qui devraient être des filières d'excellence, qui sont devenues des filières de relégation. Et ces filières de relégation, elles doivent être saturées, simplement parce qu'il y a des enseignants qui y sont, il y a des écoles, il y a des machines-outils qui y sont là. Il faut que ces filières soient saturées. Et donc, tant qu'on acceptera qu'elles existent, elles seront toujours saturées. Et donc, on y enverra toujours un nombre suffisant d'enfants pour faire en sorte que ça tourne. Et donc, aujourd'hui, on doit vraiment refuser ça. Et donc, je sais que je parle ici à une série de convaincus. Il faut sortir de la logique de la spécialisation trop précoce. Il faut rentrer dans la logique du tronc commun pour faire en sorte que ces premières inégalités disparaissent au plus vite. Et puis, il y a à côté de ça, à côté de ce premier problème dont je voulais quand même rappeler l'existence, même si vous en êtes conscient, il y a le deuxième problème dont vous êtes conscient aussi, c'est le côté, la question religieuse qui se surajoute. Or moi, en face, en plus de Femme Brion, il y a certainement d'autres islamologues dans la salle. Je vais me faire extrêmement petit, mais je voulais quand même simplement dire que sur l'application de la charia, qui est au centre des grandes préoccupations, il y a au moins, de manière caricaturale, trois manières de voir. Au moins, parce que l'islam, c'est vraiment un univers terriblement fragmenté, avec des courants de pensée extrêmement multiples. Alors, on connaît souvent les sunnites, les chiites et les kharidjites, mais on oublie les imamites, les ismaéliens, les takfiristes. Enfin, il y a un peu de tout, donc il y a beaucoup de manières de voir. Mais de manière schématique, je dirais, et c'est très schématique, ne m'en voulez pas, c'est vraiment de la caricature, il y a trois manières de voir. Une manière extrêmement, une lecture très littérale du texte du Coran, avec beaucoup de difficultés à s'en détacher, beaucoup de difficultés de l'appréhender de manière moderne, avec cette fameuse période fermeture des portes de l'Ijtihad, impossibilité, entre guillemets, pour les tenants de cette vision de se décoller de le texte et d'interpréter le texte à la lueur des évolutions du monde. Deuxième vision, tout à fait à l'opposé, un peu comme, je dirais, pour se baser sur des... C'est vraiment de la caricature, excusez-moi, mais un peu comme les chrétiens baptisés chez nous, quoi, qui se disent, ben voilà, je garde quelques valeurs de ma religion, mais je me fous un peu du texte, je ne pratique pas, etc. Il y a évidemment un courant tout à fait à l'opposé qui dit, bah, il faut simplement garder l'idée, les valeurs, et le reste, on s'en tape un peu, passez-moi l'expression. Et puis, il y a une version médiane, qui est, elle, notamment défendue par les néo-réformateurs, qu'on dit aussi salafistes, mais quand on dit salafiste, il y a salafiste et salafiste. Et c'est notamment la vision qui est recommandée ou proposée par Tariq Ramadan, très controversée, qui dit globalement que en milieu occidental, dans le monde européen notamment, si on veut favoriser une rencontre et une compatibilité entre l'islam et le mode de vie occidental et la laïcité, ils sont prêts, entre guillemets, à laisser tomber la partie du droit pénal et du droit civil qui est contenue dans les institutions musulmanes, avec une grosse concession en plus autour du gros corpus juridique autour des questions familiales, le mariage, l'héritage, donc la répudiation par exemple. Bon, on laisse tomber ça ici, mais la seule chose qu'ils demandent à préserver, ce sont les prescriptions autour du culte.
Et si vous interprétez ce qui s'est passé ces 10-20 dernières années chez nous en Belgique et ailleurs et en France, finalement, à chaque fois qu'on est rentré en dialogue avec les musulmans de Belgique ou de France, c'est autour justement des questions de culte. Le port du foulard, la viande halal et l'abattage rituel. Ce sont les 3 seules questions sur lesquelles on est rentré en dialogue. Et pourtant, c'était les 3 seules questions pour lesquelles, entre guillemets, les modérés de l'islam demandaient « foutez-nous la paix ». Donc je pense que ça, il faut pouvoir le dire, il faut pouvoir l'entendre. Les seules questions qui semblaient vraiment incontournables, on a tout fait pour les en empêcher. Raison pour laquelle le texte dont je vous parlais, terminé, et je termine toujours en disant « interdire le voile à l'école est une connerie monumentale pour moi ». Mais bon, je ne veux pas lancer ce sujet-là ici parce que c'est pas vraiment le moment et ça demande évidemment un développement beaucoup plus important. Donc, je continue en vous disant que les réactions inconsidérées, donc on voit maintenant le double problème, le problème socio-économique, les conditions de vie détestables dans lesquelles se retrouvent beaucoup de familles migrantes et beaucoup de familles qui sont de confession musulmane. On a la question religieuse qui vient se rajouter et puis les réactions. Alors les réactions aujourd'hui, je vous avoue que ça me semble quand même un peu terrifiant qu'on ne puisse pas considérer que les refus de minutes de silence, que les refus d'adhérer à un grand mouvement auquel finalement nous ne croyons pas non plus. Enfin, moi personnellement, je peux dire, je suis Charlie, oui, moi j'ai lu Charlie toute ma tendre enfance, je trouvais ça très amusant. Du temps où on était 60 000 à l'acheter et on savait ce qu'on achetait. Aujourd'hui, Charlie, c'est pas tellement le problème des dessins qui sont dedans et du fait que certains qui le lisent ont acheté le journal. Le problème, c'est que le lendemain, ces dessins sont utilisés par des sites d'extrême droite qui sont clairement anti-musulmans et islamophobes. C'est ça la véritable difficulté aujourd'hui. Tant que ça restait entre quelques initiés, du temps où on avait uniquement les contenus papier, c'était pas un gros souci. Enfin bref, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression, et c'est un truc que je dis depuis des années, dans le cadre des interventions que je peux faire avec des éducateurs, il faut vraiment arrêter de prendre les jeunes au mot et les prendre au sérieux. Et c'est ça la grande difficulté. Quand des jeunes refusent de faire une minute de silence, tiennent des propos qui sont caractérisés par certains comme étant des propos d'incitation au terrorisme, il faut rester raisonnable. Je veux dire simplement, ils nous font une confiance incroyable, ils nous font une offre terrible, ils nous offrent une chance incroyable, ils nous donnent une certaine confiance en nous disant « ben non, je ne pense pas comme toi ». Et autant j'estime que les règles de droit doivent être respectées, autant j'estime que les valeurs doivent être partagées, instillées et qu'on puisse en parler. Je ne suis pas certain, moi je suis persuadé qu'aujourd'hui on ne peut pas dire que nous devons absolument partager des valeurs. Les valeurs, ça se discute, et effectivement si on souhaite qu'elles soient partagées, il faut accepter qu'on en parle. Or, ce qui fait terriblement défaut, c'est effectivement, qu'on prend les jeunes au mot plutôt que les prendre au sérieux. Et on l'a déjà vu à plusieurs occasions, je veux dire, dans toutes les émeutes, tous les événements un peu violents qui se passent dans les quartiers. Les voitures ont à peine fini de tourner sur leur gyrophare, que vous avez une armada de journalistes et de responsables politiques qui descendent voir les meneurs et qui leur demandent « mais qu'est-ce que vous voulez ?» Et les jeunes qui ont appris à demander ce qu'on est capable de leur offrir, ils vont dire classiquement des terrains de sport pour nos petits frères et un endroit où on peut se réunir. Et 2 semaines plus tard, et on va vous amener, je dis tout le temps le même exemple, presque par hélicoptère, un Agora Space qu'on va installer dans leur quartier pour qu'ils puissent jouer au basket comme ils l'ont demandé. Et 3 mois plus tard, il va être vandalisé. Et les responsables politiques vont être là tout de suite pour dire « vous avez vu, on vous a donné ce que vous avez demandé, vous n'avez été pas respecté, pas foutu de le respecter, 4 minutes, ça va aller vite, pas foutu de le respecter, et on va encore les surresponsabiliser par rapport à ça. » Finalement, si on avait pris le temps de les entendre, ces gamins, ils auraient dit majoritairement « on en a marre d'être contrôlés en permanence par des patrouilles de police qui nous connaissent bien et qui veulent simplement nous faire chier. On en a marre de ne pas avoir le choix de faire les études qu'on a envie de faire. On en a marre d'être légués à la marge en permanence. On en a marre de ne pas avoir de loisirs élaborés dans nos quartiers. On en a marre de ne pas avoir de mobilité dans notre ville. On en a marre d'une série de choses, mais on n'a pas pris la peine de leur demander. Et donc, première incitation, en tous les cas, c'est prendre les jeunes au sérieux et arrêter de les prendre au mot. Et puis, c'est ce qu'on fait le moins. David devrait normalement un peu rougir maintenant. David a réalisé un très bon film. Il s'appelle Bernard l'Ermite. Rien à voir avec notre sujet. C'est un film qu'il a tourné au centre thérapeutique pour adolescents. Et là, vous allez voir que des gamins qui sont un peu bien loin dans les difficultés personnelles, psychologiques, qui pensent au suicide, qui sont mal. Eh bien, le remède au CTHA, ce n'est pas les médicaments, c'est la parole et l'art. Et donc, je me dis, quand j'ai vu le film de David, je me suis dit, mais est-ce qu'on doit vraiment attendre
Est-ce qu'on doit vraiment attendre que les gamins soient si mal qu'ils en viennent à penser à terminer leur vie de manière précoce, alors qu'on sait que ce qu'il aimait bien, c'est de pouvoir parler, s'exprimer par tous les moyens qu'ils peuvent pour justement exister et devenir un sujet. Alors, comme j'ai plus que 4 minutes et que je voulais encore vous dire plein de trucs, vous avez entendu que M. Ducarme souhaite l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans. Je l'emmerde, je vous le dis, je l'emmerde, voilà, donc clairement, et il serait là, je lui dirais de la même façon. C'est impensable que dans des situations aussi dramatiques, on vienne avec de si mauvaises idées. On devient un sujet, on n'est pas sujet. Il faut du temps pour la maturation, et l'adolescence est un moment clé dans la construction d'une espèce de tri entre toute une série de modèles qu'on a pu rencontrer, et c'est à ce moment-là que ça doit se faire. Ça doit se faire dans la tranquillité, ça doit se faire dans la durée, et il faut arrêter de croire qu'on peut faire ça en 2-3 mouvements. Certains y arrivent plus vite que d'autres, d'autres moins vite. Et donc, pas de majorité, pas d'abaissement de la majorité. Et simplement, pour essayer d'aller plus loin là-dedans, je voulais vous suggérer la réflexion de Michel Vivorca, mais je n'ai pas le temps de le faire, qui parle notamment du sujet et du passage à l'acte. D'abord, dissocier le sujet et le passage à l'acte. Et la première chose, c'est de dire, le sujet, on ne devient pas sujet. On rentre dans un processus de subjectivation, c'est un peu compliqué comme nom, et dans un processus de désubjectivation. Ça veut dire qu'on n'est pas sujet tout le temps de la même manière, et qu'on le devient progressivement. Donc je veux simplement terminer en vous invitant, puisque les références sont sur le site d'un de nos partenaires, RTA, vous tapez Intermag, et vous allez voir d'abord un dernier article que Jean Blairon a commis sur le sujet du jour aujourd'hui, et puis vous allez dans, je ne sais pas, ça doit être les outils ou un truc comme ça, vous avez l'interview filmée, et vous avez le PDF si vous n'avez pas envie de vous farcir le truc qui est un peu long. Et je vous incite vraiment à le faire, parce que j'ai trouvé que c'était très intéressant. Qu'est-ce que je voulais encore dire que je serais gêné? Oui, voilà, c'est ça. Et donc, rappelez que quand on est sujet, parfois ça ne suffit pas non plus. Il faut dire on est sujet comment. Hein, et donc, vous le savez, vous qui êtes enseignant, il y a différentes manières d'être, enfin différentes qualités de sujet. Il y a un sujet évidemment épistémique avec un sujet qui est capable d'avoir un jugement sur ce qui lui arrive, de formuler des idées construites. Et puis il y a un sujet éthique et politique avec la possibilité de respecter les autres et puis surtout d'être le fameux crack citoyen responsable, actif et critique. Et puis il y a un sujet singulier, c'est important aussi, autonome et heureux d'être. Et donc je voulais terminer par celui-là. Finalement, en tant qu'éducateur, c'est peut-être aussi la qualité du sujet qui nous importe le plus, faire en sorte que les enfants que nous voyons, auxquels nous voulons apporter de l'aide, que nous instruisons, soient avant tout des sujets épanouis et heureux de vivre. Et je dois reconnaître que ces derniers temps, évidemment, non seulement nous, adultes, nous vivons fort mal la situation actuelle, mais je crois qu'il faut surtout accepter le fait que les enfants et les jeunes le vivent avec nous, avec la même intensité, et que nous devons, en tant qu'adultes, leur indiquer la voie pour sortir de cette situation difficile le plus rapidement possible. Je vous remercie.